Il n'y a personne qui va tomber de sa chaise en entendant ça, mais pour nous, l'équipe derrière Topophonie, une pièce musicale peut trouver une résonance toute particulière si elle est interprétée sur une parcelle de terroir en particulier. C'est d'ailleurs là-dessus que repose l'essentiel de notre concept. Sauf que quand on parle de résonance, on parle d'écho, on parle de retour de son, on parle de rattraper un certain déphasage. Mais plutôt que d'être un faire-valoir toujours à la remorque de la musique, est-ce que le territoire peut être en avance sur elle? Est-ce que le territoire peut être créateur? J'en conviens, c'est pas très télévisuel, mais je vais me taire un instant pour permettre à la réponse de vous apparaître tout naturellement. On l'a évoqué dans une saison précédente avec le nickel-harpiste Jean-François Bélanger, l'environnement immédiat peut influencer le caractère, la couleur d'une composition musicale. Mais on est là dans l'abstraction de l'inspiration. De façon beaucoup plus concrète, le chant d'un oiseau, c'en est de la musique. De la musique qui se repique, de la musique qui se rejoue, de la musique qui peut s'harmoniser. Et pour peu que l'oiseau en question soit pas plus porté que ça sur la migration, une musique qu'on peut entendre dans un endroit et nulle part ailleurs. Et ça, c'est la définition idéale qu'on se fait du chant du territoire, le sous-titre de nos topophonies. Après le battement du cœur de leur maman, le gazouillis des oiseaux a sans doute été la première inspiration musicale des premiers hommes. Et depuis les berceuses de la préhistoire jusqu'au catalogue d'oiseaux d'Olivier Messiaen, qui sortit à peu près en même temps que le Boeing 707, à défaut d'avoir pu voyager aussi aisément qu'on le fait aujourd'hui, ces mélodies naturelles-là ont nécessairement conféré à la musique quelque chose d'unique, quelque chose de local. Et vous pourrez d'ailleurs le constater avec le quatuor américain d'Antonin Dvorak, que vous interprétera le quatuor Vibrance, auquel le chant d'un petit passereau, entendu pendant la résidence de création du compositeur tchèque, a légué une partie de ses teintes, de ses sonorités américaines. Mais puisque du chant d'un oiseau, on peut collecter beaucoup plus qu'une dictée mélodique, nos invités, entre autres Catherine Ferland, notre historienne en résidence, nous transmettent d'abord les renseignements d'ordre social, économique et écologique que portent nos oiseaux, comme ceux qu'on peut entendre ici depuis la réserve naturelle du Marais Léon-Provencher, et ce qu'ils pépient à propos de notre histoire et de l'évolution de nos mœurs. Du plus loin que l'on puisse remonter grâce aux témoignages culturels des civilisations passées, l'être humain semble avoir toujours été fasciné et inspiré par les oiseaux. Beaucoup de peintures rupestres les mettent en vedette, alors que certains des plus vieux textes connus de l'homme, tels que la Véda et le Yiking, en définissent déjà quelques-uns. Depuis le 10e livre de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien, publié au 1er siècle et entièrement dédié aux oiseaux, on peut sans conteste parler d'ornithologie. Coucou, pipite, grue, coq, cocotte, leurs noms remontant souvent à une onomatopée dénotent que l'on s'intéresse aussi depuis longtemps à leur chant. Mais c'est en s'intéressant à leur comportement que les oiseaux sont devenus d'indispensables alliés. De la fauconnerie désignée au patrimoine immatériel de l'UNESCO aux fidèles canaris des mineurs de charbon, en passant par les hiboux de jardin et autres pigeons voyageurs et même pigeons soldats, les bêtes à plumes ont été nombreuses à jouer un rôle d'importance dans l'histoire de l'humanité. Et cette importance demeure plus que jamais cruciale puisque la contribution des savoirs traditionnels autochtones à la compréhension des changements climatiques nous démontre aujourd'hui que l'observation des oiseaux nous prévient de l'état de notre nature. Les oiseaux, c'est comme les instruments de musique, Catherine. Selon les régions, il y a des spécificités, même si ça a toujours été comme ça. Ici, à partir de quel moment est-ce qu'on documente la différence? Bien, évidemment, sans grande surprise, c'est à partir du moment où les Européens arrivent ici qu'on va voir les premières traces écrites de la faune aviaire qu'il y a dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, en fait, ça remonte pratiquement aux premiers écrits de Jacques Cartier. On est dans les années 1530. Alors, Jacques Cartier va s'attarder à décrire un petit peu ce qu'il observe comme oiseau utilitaire
terre, hein, qu'est-ce qui peut être utile pour manger, pratiquement. Mais il va quand même prendre le temps de faire quelques remarques à partir de ce qu'il connaît de la France. Donc, on a déjà une dimension comparative qui va s'installer. Et au siècle plus tard, évidemment, Samuel de Champlain va aussi prendre le temps de documenter certains oiseaux qu'il observe. Donc, dans certains de ses écrits, notamment en 1613, on va avoir carrément un chapitre sur les oiseaux qu'il observe au Canada. OK, mais ça, ce sont des explorateurs plus généralistes. À un moment donné, le naturaliste apparaît. J'imagine que ces écrits-là vont leur être précieux pour savoir ce qui se passe ici. Oui, absolument. Un des premiers qui va vraiment prendre le temps de bien décrire, c'est le naturaliste scandinave Per Kalm. Là, on est vraiment au milieu du 18e siècle et Per Kalm est un scientifique. Alors, il va prendre le temps d'essayer d'identifier, même de catégoriser ce qu'il observe. Et c'est à partir de ses écrits qu'on va être en mesure, dans les siècles plus tard, de dire, bon, ben tiens, tel oiseau qui a été observé par Per Kalm et qui était abondant est maintenant en voie d'extinction. Donc, ça nous donne un repère, si tu veux, pour évaluer la faune et sa santé globale dans la vallée du Saint-Laurent. Et après Per Kalm, il y a une superstar du naturalisme qui apparaît, M. Audubon. Oui, John James Audubon, Jean-Jacques, qui va être naturalisé John James. Donc, Jean-Jacques, oui, qui est reconnu évidemment pour ses magnifiques illustrations. Lui, c'est assez particulier. Écoute, il y a 200 ans, en 1820, il décide tout à coup qu'il va documenter de façon visuelle rien de moins que tous les oiseaux d'Amérique du Nord. Wow. C'est un pari quand même assez intéressant. Donc, il va se promener comme ça. Il va venir ici au Québec à 2 reprises, en 1833, 1842. Et Audubon va identifier certains problèmes. Il va déjà poser un regard un peu critique sur la pratique de prélever les œufs de certains oiseaux parce qu'il se dit, bien, écoutez, on est en train carrément de tuer certaines espèces. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en 2011, il y a eu une vente aux enchères à Londres d'un ouvrage de John James Audubon, de ses oiseaux d'Amérique du Nord, qui s'est vendu à ce moment-là pour la somme de 11 millions de dollars. C'était l'ouvrage, en 2011, le plus cher au monde. Wow. Donc, ça donne une idée du caractère exceptionnel de cette œuvre-là d'Audubon et notamment du fait qu'on peut en bénéficier pour identifier nos espèces locales. Et plus près de nous, on a une autre œuvre scientifique très consistante. On est d'ailleurs au Marais Léon Provencher. Léon Provencher a laissé aussi sa marque dans le domaine. Léon Provencher, on peut considérer que c'est pas mal le plus grand scientifique du 19e siècle au Québec et probablement le premier aussi parce qu'il va s'intéresser à toutes sortes de choses. D'abord, l'entomologie, l'étude des insectes, et ça va l'amener évidemment à s'intéresser aux oiseaux insectivores. Et c'est un petit peu comme ça qu'il va démarrer carrément ce qu'on pourrait qualifier de croisade pour parvenir à protéger nos écosystèmes. Donc oui, on peut considérer que Provencher, par son travail, va avoir pavé la voie à toute cette génération-là d'écologistes qu'on observe aujourd'hui. Et cette prise de conscience-là, à quel moment elle se cristallise? À quel moment est-ce que les activistes environnementaux qu'on connaît aujourd'hui remontent? Bien, en fait, ça prend un certain temps à s'installer. On a déjà des balbutiements avec certaines lois qui sont passées au début du 20e siècle, par exemple, il y a plus ou moins 100 ans. Mais vraiment, tout ça va s'orchestrer à partir des années 70. On va avoir de grandes associations qui vont se mettre en place. Bon, évidemment, on connaît les Amis du Marais Léon Provencher, mais il y en a toutes sortes d'autres qui vont vraiment entreprendre des actions collectives pour manifester le fait que, écoutez, ce sont des richesses à nous. C'est du patrimoine naturel et c'est important de le préserver. Donc oui, ça prend un certain temps à se structurer, mais on voit qu'on est quand même sur la bonne voie. Merci beaucoup, Catherine. Tu parlais des Amis du Marais Léon Provencher. On s'en va justement en rencontrer un, Marcel Darvaux, qui est le coordonnateur scientifique à la Société Provencher. Il va nous faire la démonstration de ce que l'histoire que tu portes avance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus dans le chant d'un oiseau que de la musique. Merci encore, c'est toujours un bonheur. Toujours un plaisir. Avant de nous intéresser aux oiseaux et à tout ce dont ils sont dépositaires, Marcel, pourriez-vous nous renseigner un peu sur la réserve naturelle qu'ils acceptent de partager avec nous aujourd'hui? Oui, la réserve naturelle du Marais Léon Provencher est située à Neuville, tout près de Saint-Augustin. On a même une petite partie dans Saint-Augustin. C'est un territoire d'1 km² que je décrirais comme un oasis pour la conservation de la diversité biologique, mais qui rend beaucoup de services écologiques aux humains en les accueillant pour de l'observation, de la marche, du ski, etc. Quand vous parlez de diversité, jusqu'à combien d'oiseaux on peut avoir ici? À quoi ça ressemble comme population aviaire? Au fil des saisons, ça va varier. En hiver, comme aujourd'hui, on a peut-être 25 espèces présentes sur la réserve en même temps.
Par contre, en été, on peut voir facilement en mai, dans le pic des migrations, une centaine d'espèces. Là, Dans mon introduction, je parlais beaucoup du chant des oiseaux, mais il y a une diversité aussi dans les modes de communication. Comment est-ce que ces oiseaux-là communiquent entre eux, communiquent avec nous? Ils utilisent différents moyens. On pense d'abord au chant quand on pense aux oiseaux. Le chant, c'est une manifestation territoriale pour dire aux autres voici, vous êtes sur mon territoire. Il y a aussi les cris, des cris de ralliement, des cris de détresse, des cris pour, par exemple, un adulte va signaler aux jeunes de se camoufler parce qu'il y a une menace. On a aussi de la communication par les plumes. Ça, c'est assez étonnant. On a la bécasse qui est commune ici sur la réserve naturelle du Marais Léon-Provencher qui se laisse descendre comme ça faisait un vol en piqué puis fait un petit bruit d'aile caractéristique qui sert à indiquer sa position. Puis finalement, je suis sûr que tout le monde va penser à ça, on a les tambourinages, on a nos pics qui viennent tambouriner. Donc, énormément de matériel pour inspirer un compositeur, un musicien. Et justement, si on tend l'oreille à ces oiseaux-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils tentent de communiquer à nous? Je dirais qu'avant tout, les oiseaux sont adaptés à des habitats puis à des climats, ou des climats saisonniers, là, pas seulement les grands changements climatiques globaux. Alors, ils vont nous informer sur les saisons qu'elles on est puis sur l'habitat. Donc, si on est dans un milieu urbain, il va y avoir des espèces d'oiseaux plus urbaines, comme on a en général dans les grandes villes de la planète, le moineau, le pigeon, puis les tourneaux, qui sont des oiseaux typiques. Alors, leur seule présence, leur chant, nous indique qu'on est dans un habitat qu'on a modifié. Ici, au Marais Provencher, on n'aurait pas le moineau. Ça va nous dire qu'on est dans un habitat relativement naturel. Il n'y a pas beaucoup d'autres informations directes là, qui nous sont transmises par les oiseaux, mais il demeure que les oiseaux sont considérés comme les sentinelles écologiques les plus faciles à utiliser parce qu'ils émettent sans arrêt des sons, puis qu'on peut les interpréter. Alors, c'est nous qui nous faisons un vocabulaire pour comprendre les oiseaux, là, plus que recevoir des messages directement d'eux. Bien, on est très heureux de déjà pouvoir percevoir ne serait-ce qu'un peu de ce vocabulaire-là grâce à vous. Marcel Darvaux, merci beaucoup. Et comme on n'est pas des oiseaux d'hiver, nous, on va se diriger vers l'intérieur, à la maison Léon Provencher. Merci de votre accueil aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Composé de musiciens remarquables évoluant avec les orchestres phares de la région que sont l'Orchestre symphonique de Québec et les Violons du Roi, le Quatuor Vibrance s'intéresse à diverses expressions de la musique de chambre en proposant une large palette esthétique d'œuvres immersives puisant à toutes les époques. Étroitement lié au Festival Vibrance, une initiative des escapades musicales de la Cité qui s'active à Québec depuis 2017, le quatuor composé de Véronique Vichitil, Benoît Cormier, Mary-Catherine Stevens-Toffin et Blair Lofgren propose des concerts thématiques au caractère intimiste qui misent sur le contact humain, la proximité avec les interprètes et le sentiment d'appartenance entre le public et les artistes. Du Marais, nous sommes maintenant à la maison Léon Provencher, qui, en plus du nom, partage l'intérêt pour la chose scientifique, mais qui a une démarche, qui a un public tout à fait différent également. Dominique, quelles sont les missions ici à la maison Léon Provencher? En fait, la mission de la Maison Léon Provencher, c'est vraiment pour le public des jeunes de 3 à 12 ans et leurs familles de la grande capitale nationale. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de rentrer en contact avec la nature, de comprendre leur environnement, puis vraiment comprendre l'importance de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de la faune et de la flore du Québec. Ça se passe beaucoup par les activités pédagogiques, par l'expérimentation, par l'expérience, le laboratoire. Quelles sont les activités qu'on fait ici en famille ou avec les enfants? En fait, ce qu'on fait avec les familles ici à la Maison Léon Provencher, dans notre exposition Naturoscope, c'est de leur montrer la méthode scientifique et par la suite d'aller découvrir les espèces qui sont ici originaires du Québec dans notre autre salle d'exposition. Formidable. Donc, ce qu'on va faire, en fait, à partir de maintenant, c'est donner la voix à quelques-unes des espèces qui est là par le biais de la musique. Merci beaucoup de nous accueillir comme ça Merci à vous. Benoît, avec le quatuor Vibrance, vous vous apprêtez à jouer le quatuor numéro 12 en Fa majeur d'Antonin Dvorak, qu'on a surnommé le quatuor américain. Évidemment, à pas fini, on s'intéresse beaucoup à ça. Qu'est-ce qu'il a d'américain, ce quatuor? Ce quatuor-là a été écrit aux États-Unis. Donc,
les musicologues ont attribué le sous-titre américain, mais il ne faut pas trop prendre ça à la lettre parce que c'est vraiment un heureux mélange entre la musique slave, sa musique, son pays natal, et les influences américaines. Il a écrit ça, en fait, en Iowa, en vacances d'été. Cela dit, il y a quand même un petit élément musical qui américanise tout ça. C'est la présence d'un petit oiseau, une fauvette, un passereau. C'est très présent, ça, dans l'œuvre. Oui, tout à fait. Il reproduit carrément le chant de cet oiseau-là, qui il le transforme légèrement, mais tu sais, originalement, on a quelque chose qui donne un peu ça. Si je reproduis un peu la transcription littérale de l'oiseau. C'est un peu ça. Puis ce que ça donne, une fois transcrit en musique, peut-être que Véronique peut nous montrer un peu. Ah, on voit la griffe du compositeur, quand même. Oui, exact. Puis tout au long du mouvement, mais il y a ces petits bruits, chants d'oiseaux et bruits de nature là, qui sont entremêlés, un peu décalés. Donc, c'est vraiment particulier. Ça fait des minutes et des minutes qu'on parle d'oiseaux, qu'on parle de chants d'oiseaux. On est rendu au moment qu'on attendait tant. Je vous laisse prendre place. On a très, très hâte de découvrir Dvorak avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous.
On sait que la musique a énormément contribué à l'essor des sciences, comme les sciences ont beaucoup participé à l'évolution de la musique. La rencontre d'aujourd'hui était donc toute naturelle, aussi naturelle que la rencontre entre l'héritage de Léon Provencher et l'équipe de Topophonie, pour qui la découvrabilité et la médiation est au cœur des missions. On espère que cette symbiose-là a pu se percevoir à l'écran et qu'elle va vous habiter jusqu'à une prochaine Topophonie.